Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Votre hôte Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. On est à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche et celles et ceux qui défendent les idéaux de la recherche dans nos institutions et organisations académiques. Aujourd'hui, nous accueillons, c'est un honneur de recevoir une chercheuse d'exception, ma collaboratrice préférée, une alliée, une amie. Ève Gaumont est avec nous. Comment ça va, Ève? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Super contente d'être avec toi aujourd'hui. Yes. Merci encore. Je disais une collaboratrice amie parce que j'ai la chance de travailler avec toi sur un autre podcast sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle IA Café. D'ailleurs, on va sûrement diffuser cet épisode là aussi sur IA Café parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, Ève. Connais-tu ça un peu, l'intelligence artificielle, Ève? À peine. En tout cas, ça va être notre thème du jour. Donc, on va essayer juste d'associer ce thème-là à un autre thème, notre thème préféré. Ça s'appelle la conduite responsable en recherche. Donc, aujourd'hui, je t'invite sur mon champ mon terrain préféré de recherche et d'engagement universitaire. Parce qu'on parle souvent d'IA, mais j'ai pas eu souvent l'occasion d'explorer avec toi ce thème précis. Bien hâte de t'entendre, Ève. Ah ben, bien heureuse de te suivre, de pouvoir te suivre sur ton terrain de jeu. Puis, je confie en ton bonne main pour être bien guidée vers une belle réflexion. C'est vraiment toujours cool de jaser avec toi. Ça fait des belles étincelles d'idées. Bon, super. Donc, Ève sera avec nous sur le premier panel. Donc, c'est notre panel d'ouverture cette année à la semaine. Le titre, pour l'instant, c'est notre titre. Moi, j'avais un titre trop long, là. Donc l'équipe m'a contraint à le réduire. Le titre final, ça s'appelle ChatGPT, hypertrucage et intelligence artificielle. Deux points. Le vrai du faux. Donc ça, ce sera notre titre cette année. Donc, trois panélistes avec toi. Ève, je les présente. Donc, Ève Gaumont sera là, évidemment. On va la rencontrer aujourd'hui. Nadia Nafi, donc, qui est professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage ici à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes dans le contexte numérique. Donc, bien hâte de l'entendre aussi. Troisième panéliste, il va y avoir Jonathan Durand-Folco, donc professeur adjoint à l'École d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul, c'est à Ottawa. Donc, Jonathan a fait son doctorat ici en philosophie politique à l'Université Laval. Donc, lui aussi a écrit sur ChatGPT, mais en éducation. Donc, ouais, on va essayer de voir, curieux de voir l'angle qu'il va adopter pour faire le lien avec nos thèmes. Écoute, Ève, ça fait un bout qu'on travaille ensemble. Je connais un peu ton parcours, mais nos auditeurs ne te connaissent pas aussi bien que moi. Parle-moi un peu de ton parcours, comment tu pars de droit, puis tu finis à donner plein de conférences sur l'intelligence artificielle. C'est quoi la transition? Ben, il faut savoir qu'en fait, il n'y a peut-être pas eu de transition. En fait, je pense que je me suis lancée en droit en même temps. Mais pas à l'époque, on parlait pas d'intelligence artificielle, mais on parlait de technologie. Moi, la dernière fois que j'ai voulu être avocate dans ma vie, je devais avoir 16 ans, là. OK, ça fait un bout, là. Mais j'ai quand même fait tout mon parcours en droit, avec la maxime en tête, le droit mène à tout pourvu qu'on en sorte. Donc, Le droit mène à tout pourvu qu'on en sorte. Ah, j'aime ça. Donc, dès le début de mes études, moi, ce que je savais que je voulais faire dans la vie, ben, pas dans la vie, là, mais ce qui me guidait, ce qui me drivait, c'était d'écrire. Je cherchais un peu toujours les plateformes où je pourrais écrire, puis les études en droit étaient une bonne manière de se donner des choses à dire. C'est vrai. Mais en même temps, je me laissais porter, puis je suivais un peu le flow ailleurs. Puis, en même temps que j'ai commencé mon bac en droit, j'ai commencé à travailler pour une start-up dont le rêve à l'époque était de révolutionner la manière dont on consomme l'actualité. Donc, c'était un nouveau média social pour produire un peu un mélange entre Twitter et Instagram. OK. Puis, de là, ben, j'étais un peu femme à tout faire. Là. Je faisais tout. Il y avait deux fondateurs de cette entreprise-là. Puis moi, j'étais comme la troisième roue qui faisait toutes les choses qu'ils ne faisaient pas eux.
OK. Donc, ça m'a amené à réfléchir aux questions de modération de contenu, de toutes les questions. On est en 2016. Fait tu sais, je me rappelle à un moment où un utilisateur qui avait décidé qu'il avait pris une photo, quelqu'un qui priait, un musulman qui priait, Ouais. puis il avait écrit « Le cancer de l'humanité » par-dessus. Tu sais, on parle de contenu haineux, violent. Mm-hmm. Puis là, c'était toutes les questions. Comment on gère ça? Est-ce qu'on veut pas être une plateforme de censure? Puis là, on avait les deux fondateurs avaient des visions un peu divergentes. Il y avait un qui était plus pro-liberté d'expression, l'autre plus droit à l'égalité, tu sais, plus on ne laissera pas du contenu haineux. Donc, toutes les questions qu'on se pose encore aujourd'hui, moi, je me les posais pas tant que ça. Là, j'étais l'esclave de service, donc je n'avais pas mon mot à dire, mais j'ai été familiarisée quand même. Mais je dis esclave, là, mais de manière très positive. Là. C'était génial, mais j'étais pas au haut de l'échelle à prendre des grosses décisions. Reste que ces questions-là me tournaient dans la tête depuis ce moment-là. Puis à un certain point, faire une l'entreprise... tête vers le droit, c'est ça? Essayer de tenter d'explorer ce genre de questions-là, te donner des pistes de réponse? Exact. Donc, à un moment, l'entreprise a fait faillite. Non, je m'excuse. Elle n'a pas fait faillite, elle a été rachetée, mais en tout cas, elle a été rachetée par quelqu'un d'autre, puis bon, c'est tombé un petit peu, eu des nouvelles orientations, puis ça a pris fin. Puis là, moi, je devais me retrouver à un autre lieu où retourner faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire écrire. Mm-hmm. Où est-ce que ça allait être? Ça allait être... je me suis tirée un peu partout, puis finalement, je suis arrivée en recherche. Parce que c'est ça qu'on fait aussi, tu sais, en recherche, c'est ça. On écrit, oui. Donc, je me suis mis à faire des charges d'auxiliaire de recherche pour Pierre-Luc Désiel, qui m'a pris sous son aile, puis qui m'a plugué sur tout plein de projets. Puis à cette époque-là, on est rendu en 2018. Et là, le RGPD, le premier projet de recherche, c'est sur le RGPD qui rentre en fonction là, dans les prochains mois. Le RGPD, c'est quoi, Eve? Le Règlement général sur la protection des données européen, qui est un peu la grande loi dont on parle toujours en matière de technologie qui protège les renseignements personnels, la vie privée. Oui. Donc, c'est ça. Puis là, la version européenne de notre loi, je ne me rappelle jamais de l'acronyme, c'est quoi? Il y en a plusieurs au Québec. La plus connue, c'est PIPEDA. PIPEDA en anglais, puis LPRPDE, je crois. Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents dans le secteur électronique. Donc, toi, tu arrives avec Pierre-Luc, puis un des premiers dossiers qu'il te donne, c'est ça, le cadre réglementaire. Pour le Big Data. C'est exactement. Pour le Big Data. Puis là, à ce moment-là, tranquillement, Big Data va dans les mois qui vont suivre devenir intelligence artificielle. C'est le tournant des choses. Et là, c'est le début de la réflexion sur la Déclaration de Montréal et on travaille à organiser les ateliers de co-construction au Musée de la civilisation sur l'intelligence artificielle. Tout ça commence. Puis, donc, c'est ça. D'être partie des questions liberté d'expression, tout ça m'avait permis d'avoir une connaissance du domaine technologique qui m'a permis de rentrer vers un chercheur qui, lui, travaillait en technologie, de rencontrer un professeur qui travaillait en technologie, m'a plugué sur des projets en justice, en droit et compagnie. Et là, j'ai utilisé la formation que j'avais de juriste pour l'appliquer au domaine auquel je m'intéressais depuis quand même quelques années. Vraiment trippant, une belle tête, justement, une tête de juriste, mais qui s'applique, qui s'intéresse à toutes les questions qui sont liées aux technologies, données, métadonnées, intelligence artificielle, mégadonnées, nommez-la, là. Eve, elle est de tous les combats depuis... elle est toute jeune, là, donc moi, vous ne la voyez pas, mais vous allez la voir, mais elle est toute jeune, mais elle est là depuis quand même un bout maintenant dans ce domaine. Écoute, Eve, mon but ici, c'est de te présenter un peu nos thèmes pour la semaine sur la conduite responsable pour ce panel. Le but, c'est d'essayer de t'aider à identifier les thèmes puis les propos que tu souhaites tenir pour ce panel. Parce que je te le disais un peu en pré-entrevue, là, ça fait un bout qu'on organise des panels. Comme moi, ça fait un bout là, que j'organise des panels, des colloques, puis tout ça, puis on lance un thème, puis on se dit, on va les inviter, ils vont nous parler de ça. Puis finalement, tu arrives avec tes conférenciers, puis ils vont te donner quelque chose
mais souvent, ça manque un petit peu de cadrage, là. C'est-à-dire que les conférenciers donnent leur bout de conférence, ils l'ont donné souvent ailleurs, puis après ça, ça donne une espèce de courte pointe. Bon, c'est pas toujours Frankensteinesque, là. Des fois, ça tombe bien, mais d'autres fois, un peu moins. Donc, le but, c'est justement ça, là, c'est essayer de t'aider à faire le lien avec toi là, entre nos champs, nos intérêts, ce qu'on a ciblé comme question, puis toi, justement, faire le pont avec ton expertise, tes thèmes. Donc, c'est ce que je te propose pour ce premier thème. Superbe. Bon, voilà. Donc, commençons par le premier mot, le premier titre de notre panel. C'est ChatGPT, Eve. Connais-tu ChatGPT? Oui, 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 oui. Tu déjà utilisé? Euh, oui et non. Je l'ai utilisé, c'est-à-dire j'ai beaucoup joué avec pour le tester, pour voir ce dont il était capable, ou du moins pour voir ses failles. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé à des fins utiles. Je pense que j'ai jamais utilisé, puis je suis pas certaine encore de savoir quels sont les véritables usages de cette technologie-là, des fins utiles qu'ils peuvent avoir. Excellent. Donc, on verra, on va essayer d'explorer ça avec toi. DALL-E, Ouais, connais-tu ça? Midjourney, ouais, DALL-E c'est quoi pour Midjourney, toi? DALL-E Midjourney, et là, les utilisations utiles, je les vois plus. Mais oui et non, c'est-à-dire que j'avais la même posture un peu, comment dire, négative ou du moins pleine de préjugés, jusqu'à ce que je les essaie et que c'est vraiment amusant. C'est vraiment très amusant. On peut vraiment avoir du plaisir. On peut On peut se vraiment perdre là-dedans, là. Ouais. ouais, laisser aller sa créativité. D'ailleurs, Euh, pour ceux qui, excuse-moi, Eve, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas DALL-E, Midjourney, c'est des outils, c'est assez simple, là. D'ailleurs, allez les essayer, là. Donc, on arrive sur le site, puis on écrit quelques mots. Fais-moi une image d'un cochon sur la plage en Thaïlande, puis qui est en train de jouer, de courir avec un cerf-volant. Puis, bon, il te génère 4 images. Puis là, tu dis, ah, OK, j'aimerais ça que ça soit plus de type bande dessinée. Il va te produire des images comme ça. Donc, avec quelques mots, quelques essais, là, vous pouvez passer la journée à juste générer des images en lui demandant quelques indications avec quelques mots. ouais, puis même si, bon, au départ, j'étais très négative parce que il y a des enjeux d'appropriation de données, on via la propriété intellectuelle, c'est aussi très polluant, donc je me disais, ça sert à rien. Puis on sait aussi que ça ne fait que reproduire ce qu'il a déjà vu. Donc, Hmm. on n'aura pas une véritable créativité de la part de ces modèles d'intelligence artificielle-là. Par contre, là où c'est franchement intéressant, où moi, je me suis beaucoup amusée, c'est que personnellement, moi, je dessine pas bien. Je ne suis pas une bonne artiste. Mais j'aurais tendance à dire que j'ai quand même une certaine dose de créativité qui se retrouvait donc d'une certaine manière non exploitée parce que j'ai pas manuellement les capacités de le faire. C'est vrai. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on vient empowerer d'une certaine manière la personne qui dessine comme ses pieds, mais qui voudrait bien essayer d'avoir des fois représenter ce qui se passe dans sa tête. Hmm. Donc, c'est ça. C'est quand même intéressant sur ce point de vue-là, mais je pense que le grand enjeu avec Midjourney DALL-E, ça va être de s'assurer de pouvoir empowerer les gens qui sont malhabiles de leurs mains sans pour autant le faire sur le dos des gens qui, depuis des centaines d'années, sont excessivement bons à dessiner. Puis on ne veut pas non plus leur voler. Ils font du travail qui, eux, ont la chance d'avoir la créativité et l'habilité technique de le faire. Puis on ne veut pas, pour empowerer certaines personnes, leur voler leur propriété intellectuelle C'est ou vrai. les exploiter. Hmm. Non, ces enjeux-là sont là. Est-ce qu'il y a d'autres outils en intelligence artificielle que tu utilises peut-être pour tes activités de recherche? Ben, c'est on revient à la question initiale, la question originelle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À quel point on pourrait dire que les réseaux sociaux, c'est des algorithmes qui déterminent le contenu. Puis moi, les réseaux sociaux, c'est quand même une partie importante de mon travail Vraiment? de mise en valeur de ce que je fais. Donc, ça, oui, j'utilise l'intelligence artificielle d'une certaine manière. C'est vrai? Mais là, je détourne ta question, je suis un peu de mauvaise foi. Mais on pourrait Non? dire aussi que Antidote, par exemple, ou Grammarly, ou tous les logiciels de correction, d'une certaine manière, ça s'appuie aussi C'est vrai? sur l'intelligence artificielle.
OK. la traduction. Donc, puis je sais que je détourne ta question, mais je le fais volontairement pour se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement les choses spectaculaires auxquelles on pense en ce moment, mais que dans notre vie de tous les jours, il y a des petits outils Vraiment. qui s'appuient sur ce genre de technologie-là, qui nous servent, puis qu'il C'est faut les vrai. valoriser. C'est vrai, puis c'est bien de le rappeler parce quand on parle d'intelligence artificielle, on s'imagine toujours soit un robot, soit une automobile intelligente. Là, en ce moment, on dirait que l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, point. Alors que quand ça fait quasiment 3 ans là, on fait des podcasts sur l'intelligence artificielle, des applications, il y en a partout, là, dans tous les domaines, que ce soit en santé, en agriculture, dans toutes sortes de domaines auxquels on ne pense même pas. Dans les médias sociaux, c'est sûr que c'est là, les moteurs de recherche. Donc, des fois, l'intelligence artificielle se cache dans des endroits qu'on ignore. Donc, c'est un peu ça le lien que je te propose, c'est faire le lien entre ces outils-là qui sont là, les outils auxquels on pense, les outils peut-être auxquels on pense moins. Puis, ben, c'est justement le lien, c'est de faire le lien avec, si on prend l'exemple de ChatGPT, ben, ChatGPT, on le sait qu'il y a des enjeux en matière d'éducation. Là. En ce moment, on entend ça, là, les profs, là, ça se plaint, ChatGPT, ça va être utilisé pour tricher. Mais le lien qu'on fait peut-être pas, puis c'est plutôt notre approche, c'est que ChatGPT pourrait aussi être utilisé pour de la triche universitaire. Donc, ça, c'est la prémisse de notre semaine sur la conduite responsable. Tu sais, la recherche, c'est un monde compétitif, puis les chercheurs sont soumis à des pressions, puis peut-être qu'ils pourraient être tentés d'utiliser certains de ces outils pour répondre à ces pressions. Ève, tu connais bien le milieu de la recherche maintenant. Est-ce que tu sais que les pressions de publication, de production sont quand même assez intenses. Est-ce que tu as des exemples, Ève, de pressions qui sont exercées sur des chercheurs autour de toi, sur toi, sur ta carrière? Ça prend quelle forme? C'est certain qu'on est dans un monde où tout va vite. Moi, je sais que c'est particulièrement le cas en intelligence artificielle. C'est particulièrement le cas pour les chercheurs en informatique, pour avoir publié à quelques occasions. Ils fonctionnent sur un processus un peu différent du nôtre, ou du moins de celui auquel je suis habituée. Eux, ils fonctionnent moins sous des journaux, des revues scientifiques, et plutôt sur des conférences, et des papiers qui sont associés à une conférence. Donc, tu vas présenter, pour présenter une conférence, ça doit s'accompagner d'un article. Puis, ça va être publié dans des actes de colloque. Mais ça veut dire que la majorité du temps, pour aller parler, pour aller faire une conférence, tu dois arriver avec un papier tout fait, plutôt que de le faire dans l'autre sens où les conférences te servent à former ton papier, ton article. Donc, ça fait que les chercheurs en informatique, et ça a été le lot de mon travail pendant quelques temps, doivent sortir rapide, pour faire avancer leur CV, doivent sortir beaucoup d'articles. Et des fois, ça fait en sorte, je sais qu'à quelques occasions, on disait il y a cette question-là qui survient de notre travail, parce que je travaillais à développer je travaillais avec des collègues qui développaient des systèmes d'intelligence artificielle pour faciliter l'accès à l'information judiciaire. Puis, d'une part, des fois, moi, je me sentais à lever des drapeaux de hey, mon Dieu, ça pourrait poser problème. Fait que je vais vous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on arrête, pour qu'on prenne une pause, pour que je ralentisse votre travail, pour qu'on y pense. Mais on se sent mal en tant que personne qui met des bâtons dans les roues puis qui freine le progrès. Fait qu'il y a ça. Ou d'autres fois, c'était on va lever un drapeau puis on va dire on a constaté que ce problème-là pourrait survenir. On n'est pas capable. On ne sait pas encore c'est quoi la réponse, mais on y pense. On y pense parce que d'une certaine manière, dans le domaine informatique, c'est learning by doing. Là. Tu essaies des choses, tu fais des tests, puis tu progresses. Que ton hypothèse soit infirmée, elle soit confirmée. Ça importe assez peu parce que c'est toujours un résultat intéressant. En droit, ou en éthique, on essaie de réfléchir aux impacts qu'aura une technologie. On ne peut pas learn by doing. On ne peut pas juste tester puis si ça ne marche pas, si on se plante,
ben, il y aura des morts ou ben, on aura de la discrimination. Tu sais, tu peux pas. Il faut que tu le conçoives intellectuellement, que tu l'imagines. Puis c'est un peu comme attendre que la pomme te tombe sur la tête. Tu peux pas le presser. Tu peux pas presser le citron. Il faut que tu réfléchisses. Puis des fois, c'est long. Puis tu te sens mal. Puis c'est pas de la faute de personne. C'est juste la difficulté de l'interdisciplinarité informatique, droit. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de produire du savoir. C'est deux domaines qui fonctionnent sur des temporalités différentes. Puis l'arrimage, qui est excessivement sain, challengeant intellectuellement, qui est génial, a quand même ce défi-là de comment on concilie quelque chose qui va vite, move fast and break things, et quelque chose qui est Newton en dessous de son arbre qui attend que la pomme lui tombe sur la tête. Qui attend que la pomme lui tombe sur la tête. J'adore ça, mais justement, tu fais bien de le mentionner, parce que la recherche, t'es collé dessus, là. Donc, la recherche en droit, mais t'as raison de le mentionner aussi, la recherche en intelligence artificielle, ça va vite, là. Si vous essayez de suivre le domaine, là, c'est un peu... ça fait peur, là. Je veux dire, tu regardes le nombre d'articles qui sortent, le rythme de progression aussi de la technologie, ça va vite, puis ça accroît la pression. Puis tu as bien raison, ça crée aussi des tensions entre différents champs de la recherche où ils n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux, les mêmes ambitions, le même rythme. Peut-être le lien que je ferai avec nos thèmes de cette année, c'est-à-dire que bien avant ces outils-là, donc ChatGPT, l'intelligence artificielle, les chercheurs se faisaient parfois prendre à répondre maladroitement, là, je dirais, à ces pressions-là. Donc, certains chercheurs se sont fait prendre à mentir, à inventer des données de recherche, à plagier, à couper les coins ronds, en gros, là. Donc, trouver toutes sortes de stratégies pour justement aller plus vite, produire encore plus et toujours plus. Donc, toutes sortes de comportements qui contredisent un peu un peu, parfois carrément, les idéaux de la recherche. Puis, à terme, ça risque d'effriter aussi la confiance du public. As-tu des exemples, justement, dans ce que tu vois? Là, je ne veux pas que tu nommes personne, là. Mais as-tu des exemples autour de toi de petits mensonges, de petites façons là, de contourner un peu les règles pour produire plus, pour répondre peut-être plus efficacement à ces pressions en recherche? Pas nécessaire. Non, j'ai pas d'exemple clair. C'est certain qu'en tant que juriste, il y a quelque chose qu'on peut être. Puis là, on s'éloigne de la recherche en intelligence artificielle, puis on retourne plus dans la vraie recherche en droit où on se replonge dans des cahiers de jurisprudence, dans des livres de jurisprudence, mais il y a toujours quelque chose qui est tentant de faire, là. C'est, admettons qu'on a un juge qui dit quelque chose en dissidence. Donc, la Cour suprême dit quelque chose, puis ça fait vraiment notre affaire. Ça sert vraiment notre argument. Mais c'est pas l'opinion majoritaire, c'est une opinion qui a été faite en dissidence. Donc, c'est un juge qui s'est posé en faux puis qui a dit moi, je suis pas d'accord avec ce que la majorité de juges dit. Moi, je pense ça plutôt. Mais c'est quand même un juge de la Cour suprême qui le dit. Donc, quand on a une dissidence qui dit vraiment ce qu'on a besoin que ça dise, c'est toujours tentant de la placer. De ne pas citer le jugement en général, mais de citer la personne dissidente qui est allée à l'encontre du jugement parce que ça confirme ce qu'on pense, qu'on aimerait dire, ça confirme nos thèses. Exact. Moi, je me surprends souvent à le faire, mais comme dans un brouillon. Puis là, après, ça permet de faire avancer l'affaire. Donc, tu le copies-colles, là, la dissidence, puis ça permet d'étoffer ton argument. Puis après ça, tu vas revenir mettre ta nuance puis dire, je suis consciente là, que je suis un peu en train de vous induire en erreur. C'est pas ça l'objectif. Mais il y a quand même quelqu'un à la Cour suprême qui était d'accord avec moi, même si ça... Donc, c'est ça. Je pense que moi, c'est le genre de petits défis intellectuels auxquels je me retrouve confrontée. Des fois, t'es bloqué, tu sais pas comment faire dénouer ton argument. Puis là, il y a quelqu'un qui dit exactement ce qu'il faut qu'il dise. Mais c'est juste pas fort. Si tu prenais cette dissidence-là, tu la mets dans ChatGPT, puis tu lui demandes fais-moi une autre version de ce qui est dit. Ça se fait-tu, ça? Ça se ferait-tu, tu penses? Mais pourquoi? Pour générer du texte. Tu as besoin du texte, tu veux utiliser cette dissidence-là pour dire dans un texte ce que tu penses, tu veux pas dire exactement comme ça,
Et tu veux partir d'un brouillon. Mais tu sais, il y a beaucoup de juges qui écrivent beaucoup de choses. Je suis pas certaine. Puis après ça, est-ce que j'ai besoin d'un système d'intelligence? Puis là, ma question pourquoi était un peu... je te challengeais, mais si je veux faire dire quelque chose qui n'existe pas, j'ai juste à l'écrire. Là. Si je veux écrire des balivernes, je peux les écrire. Si je veux écrire des sottises, je peux les écrire moi-même. J'ai pas besoin d'un logiciel qui le fait à ma place. Le défi, bon, tu sais, ce que ChatGPT fait, crée et cause comme problème, c'est que ça peut accroître la production, la quantité. On peut le faire à de beaucoup plus grandes échelles. Mais je suis pas certaine que ça change autant les choses que ce qu'on prétend que ça va changer. De la même manière, puis je posais la question en matière de désinformation récemment. Est-ce que ChatGPT va faire en sorte qu'il va y avoir plus de mes informations, des informations? Est-ce qu'il va y avoir plus de bots qui vont tweeter des affaires fausses? Puis, Ben, pas nécessairement. Ou, tu sais, on le sait. Ou plus de fausses images, de deepfakes. Tu sais, Photoshop, ça fonctionne déjà assez bien. On peut peut-être accroître la propension, la portée, mais c'est pas un game changer autant que ce que les tenants du hype de l'IA tentent à vouloir nous faire croire. ouais, c'est comme si c'est une étape de plus, tu as raison. Photoshop, ça existe. Les logiciels de génération de texte ou de traduction, ça existe. Là, c'est juste c'est encore plus intense, plus performant. Donc, c'est peut-être juste un pas de plus qu'on fait, mais c'est pas un pas radicalement différent. C'est un peu ça que tu dis. Exact. Puis en matière de pour revenir à ta question exacte, là, en matière de jurisprudence, est-ce que je pourrais placer ma dissidence pour que ChatGPT la réécrive? Ben non, pas plus que si je pourrais le faire moi-même de réécrire parce que c'est se mettre dans une position excessivement risquée. Là. Les gens, ils vont vérifier. Les gens, ils vont vérifier où cette décision-là, elle se trouve où, qui a dit ça, puis si elle n'existe pas, c'est grave et ça peut être un manquement déontologique, ça peut être plus, tu sais, le droit est un milieu régi par un code des professions aussi. Donc, tu t'exposes à peut-être encore plus de sanctions qu'un chercheur. C'est vrai, ça. Ils font partie d'un autre professionnel. Il y a des sanctions qui sont distinctes. Je me rappelle dans le podcast aussi, tu défendais souvent ChatGPT, DALL-E, c'est-à-dire que tu sais, la critique générale, c'était plutôt négatif, là. Puis c'était bien d'entendre ce que tu avais à dire aussi. Tout le monde disait, il y a des problèmes, DALL-E, c'est un problème, ChatGPT, c'est un problème. Puis tu tentais de voir aussi l'autre côté de la médaille. Est-ce que tu penses si tu fais l'exercice de pensée je sais que tantôt je t'ai demandé là, si tu l'avais déjà utilisé, mais si on fait l'exercice de penser à quoi ça pourrait ressembler une utilisation acceptable de ChatGPT en recherche, ça ressemblerait à quoi? Ben, moi, c'est ça. J'essaie d'adopter toujours une position assez neutre, là, une position qui voit les forces et les faiblesses. Puis je crois que certainement qu'il y en a. Puis il faut juste travailler à les réfléchir, à les identifier. Puis tout à l'heure, au début du podcast, je disais je les ai pas trouvés encore. Mais je suis certaine qu'il y en a. Puis si tu me demandes d'hypothétiser un petit peu, ben, il y a des choses, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quels sont les problèmes que l'on rencontre, puis comment on pourrait essayer de le solutionner avec ça. Donc moi, par exemple, une chose que j'aime pas faire, c'est faire des bibliographies. Et juste là, la mise en forme. Là. Et ça, c'est assez simple. Hein? Puis ça pourrait être le genre de choses qu'on demande d'automatiser. Puis il y a des gens qui ont commencé à le faire puis à le tester. Puis bon, la propension de ChatGPT, c'est toujours, lorsqu'il ne sait pas, c'est d'inventer puis de patcher les trous. Donc, ça représente un risque. Un risque, quand même. Il va falloir certainement repasser par-dessus, mais pour une question de mise en forme ou de peux-tu aller me trouver c'est qui la maison d'édition de cet article-là, de ce livre-là, en quelle année, qui sont les auteurs. Je pense que ça, c'est le genre de choses qui pourraient être intéressantes d'automatiser. On parle Ouais. aussi des outils de traduction. Moi, je travaille souvent comme ça, à commencer par écrire un brouillon en français, le traduire en anglais, le retraduire en français. Parce que cette espèce de croisement entre les deux langues-là, tu écris un premier jet en français, tu le passes sur Google Traduction, ça te donne un texte boboche en anglais, mais que tu peux bonifier ensuite, tu repasses, tu le réécris comme si tu réécrivais t'étais un éditeur, tu n'es plus
l'auteur initial, c'est un éditeur, puis c'est souvent plus facile d'éditer un texte que d'écrire de zéro. C'est vrai. Fait que c'est le genre de choses qui peut être le fun Donc, pour aussi. générer un brouillon en anglais, disons, là, comme tu prends, là, au lieu de le mettre sur Google Traduction, si tu le passes dans le chat GPT, ton texte, il va t'en faire un texte en anglais aussi. Après ça, tu peux ressauter dedans comme une éditrice, puis Exact. Puis là, tu n'as plus d'attachement avec les mots. C'est ça aussi que tu sais, des fois, on a des darlings, là, des coups de cœur, on a une phrase qu'on aime, puis qu'on est attaché, mais qui ne fonctionne pas bien, elle nuit au texte, elle nuit à la fluidité du texte. Mais quand c'est pas toi qui l'as créé de toute pièce au départ, cet attachement émotif-là au mot est plus loin. Ça permet d'avoir une posture un peu d'extérieur, puis d'écrire c'est vrai. différemment. Donc, ça peut être intéressant aussi. En contrepartie, moi, une des grandes peurs que j'ai avec tout ça, là, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est fais un peu des bullet points, écris tes idées en forme de points de forme, puis ensuite, demande à ChatGPT de transformer ça en texte suivi. Puis, je pense que ça peut générer des brouillons intéressants, mais ma grande crainte, c'est qu'en faisant ça, on compresse encore plus le temps de la recherche. Déjà, Oui, on ça, tu sait m'avais que dit ça, hein? ouais, on sait que c'est quand même, tu le disais tout à l'heure, la pression de publier et compagnie. J'ai peur qu'avec l'intelligence artificielle, de plus On se en dit ça plus. existe, puis vous êtes capable de produire des textes rapidement, là. Il y a ces outils-là, donc au lieu de vous donner un échéancier de 6 mois, il faudrait que ça soit dans 3 mois, là. Ouais, exact. Au lieu où tu vois tous les collègues qui publient rapidement, qui publient, donc toi aussi, tu dois publier. Puis, tu sais, actuellement, le processus d'écriture, c'est deux choses. C'est la maçonnerie, là, le bout très technique de mettre des mots sur la page, mais le bout technique d'avoir des idées aussi. Puis compte tenu que c'est tout l'humain qui le fait en même temps, puis que c'est difficile de dire, bon, là, je suis bloqué à cause des idées, là, je suis bloqué à cause des mots, puis de la maçonnerie, puis de la technique. Si on se met à faire juste, à dissocier les deux, puis que écrire, euh, on le met à l'intelligence artificielle, mais ça veut dire que le bout pensé, qui est encore là, attendre que la pomme nous tombe sur la tête, on lui donne moins de temps parce que tout le bout maçonnerie est pris en charge par l'intelligence artificielle. Puis là, je pense que c'est un danger qu'on soit moins créatif, qu'on ait moins de bonnes idées parce qu'on n'a plus le temps de les avoir. Parce qu'on n'a plus le temps de les avoir. La machine à saucisses, c'est trop intense, on n'a pas le temps de penser. Ça serait bien dommage que ça finisse par... C'est pour ça que je disais que ça peut finir par contredire les idéaux de la recherche, parce que la recherche, c'est aussi ça, là, c'est prendre des humains là, qui, curieusement, prennent le temps de lire, de penser, de réfléchir, d'écrire. Si tu enlèves quelques variables de l'équation, il ne restera plus grand-chose de la recherche. Là. Tu as bien raison de le mentionner. Ève, je voulais t'envoyer aussi le sujet du deepfake parce que ça aussi, donc ChatGPT, c'est du texte, mais un des enjeux qui peut surgir de ces nouvelles technologies-là, donc c'est le deepfake, donc ça s'appelle le deepfake science ou l'hypertrucage scientifique. Donc sûrement que Nadia Nafi va nous parler un peu plus de deepfake. Mais je suis curieux aussi de t'entendre là-dessus. As-tu déjà entendu parler de ce genre d'expression-là, des images en droit, là, j'imagine qu'il n'y en a pas une tonne non plus. Là. Tu vois-tu des applications quelconques en biologie, il y en a plein des images. Là. Donc, des images qui sont traficotées, qui sont truquées à l'aide d'outils. Ça a déjà existé avec Photoshop. Mais là, maintenant, on a des outils vraiment sophistiqués. Est-ce que tu vois des applications quelconques en droit ou en intelligence artificielle ou à l'injonction des deux? Ça se peut-tu? Es-tu capable de... Ben, c'est ça. Comme tu le dis très bien, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert des articles de droit, là, mais c'est pas exactement des livres avec des images. Là. C'est pas exactement ça. Il n'y a pas beaucoup d'images. Donc, du point de vue recherche en droit, pas tant que ça. Par contre, est-ce que ça veut dire que le droit ne sera pas ne sera pas aura pas à faire face à ces enjeux-là? Pas du tout. En matière de preuves devant les tribunaux, là, ça pourra devenir un vrai enjeu. De fabriquer de fausses preuves, Hmm. de fausses images pour convaincre que dans son conflit avec son voisin, la clôture était à 2 pouces plutôt qu'à 3 pouces, des fausses images. Ça, c'est tout à fait un défi. Et pour les juges, pour la magistrature, ça va être quelque chose qui
ce qui inquiète, c'est quelque chose qui inquiète quand on peut plus se fier à la vérité des faits, quand la ligne entre ce qui est vrai et ce qui est faux, même nos yeux ne peuvent plus nous le dire. Il va falloir se doter de mécanismes pour savoir comment procéder. C'est intéressant cet exemple. Justement, le vrai du faux, là, on le voit avec des preuves devant un juge, mais la recherche aussi, c'est une forme de mise en preuve, là. C'est-à-dire que tu essaies de convaincre tes collègues que ça existe, que c'est vrai, que ça a été démontré. Puis on voit des outils qui, justement, servent de plus en plus à essayer de... Ben, tout ça, là, on a du faux texte, des fausses images ou des images là, traficotées, fausses publications, des faux articles. Tu es en droit, tu le sais, c'est un champ qui est très compétitif, là. Donc, le jouage de coude là, des étudiants en droit, là, ça fait légion. Donc, peut-être que tu as été épargné de ça, justement, en prenant pas de distance par rapport au droit, à la pratique, en tout cas. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait, là aussi, être tentant pour des chercheurs en droit de produire de faux textes, de fausses données, de faux résultats, de faux... est-ce que ça pourrait être tentant de leur côté aussi? Je vois mal comment on peut le faire. Le droit, c'est pas une science de la même manière que la biologie est une science. On convoque des arguments, mais on est conscient que c'est toujours des arguments qui sont pas vrais ou faux. Il n'y a pas de notion de vrai ou faux. C'est associé à des valeurs. Donc, il y a toujours un argument et un contre-argument. J'ai pas besoin de fausser quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui... Tu sais, au fond, c'est des idées. Étudier le droit, c'est pas si différent d'étudier la Bible, là. Je vais être cité là-dessus, là. Ben, mais je fais même pas des blagues, hein. On Hein? remarquera que peut-être peut-être plus vrai dans la tradition juive, là, mais la ligne entre un rabbin et un chercheur en droit est pas énorme, là. On On salue pas mal la même Pierre-Luc. chose. C'est ça, non, les fausser la recherche, générer des fausses preuves, je trouve que c'est moins un enjeu en droit. T'as pas besoin de faire des démonstrations de la même manière, ou du moins tu fais pas ta démonstration de la même manière, puis il y a pas personne qui s'imagine que ce sur quoi ton argumentaire s'appuie, c'est une vérité absolue. C'est toujours une vérité falsifiable, contradictable, qui peut être contredite. Ben oui, mais je pensais entre autres à l'idée de... Là, je veux pas donner de mauvaises idées à personne, mais tu sais, je prends quelqu'un qui peut-être manque est dans un processus d'agrégation, essaie d'avoir un poste de prof, essaie d'écrire plus, publier dans une langue qui peut-être maîtrise mal. Puis on a des outils tu sais, le langage juridique, c'est maîtrisé maintenant par les intelligences artificielles. Là. Cette semaine, on voyait la sortie de GPT-4. Là, mais GPT-4, là, on lui a fait passer un test là, pour rentrer. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle le barreau américain, là, mais il est capable de répondre à Oui, mais là moi, de mimer le. Ouais, mais moi, Ouais, je vais te dire quelque chose, vas-y, là. vas-y. Tu touches à mes cordes sensibles là, quand tu Vas-y, parles là. du barreau, là, mais ça veut pas dire ce que ça veut pas dire. C'est pas un testament pour mon. Ben, c'est pas une preuve de la qualité de ChatGPT. C'est la preuve que les examens du barreau, c'est des questions qui nécessitent pas nécessairement des réflexions juridiques si approfondies que ça. Puis le barreau s'en cache pas, c'est un test, mais c'est pas le métier d'avocat, c'est pas ça. Le métier d'avocat, le métier de chercheur en droit, c'est pas ce qu'on demande à ChatGPT de faire. Donc, c'est pas une bonne métrique de dire maintenant ChatGPT ou GPT-4 est capable de passer l'examen du barreau. Par conséquent, il maîtrise le langage juridique. Mais je te laisse poursuivre dans ce que tu allais dire, mais je vais quand même faire une petite nuance avant. Je vais aussi dire que ce qui est très vrai, par exemple, si je prenais un texte lituanien, puis je le traduisais avec ChatGPT pour en faire un texte en français, pour le publier, pour mon processus d'agrégation, pour avoir le nombre de publications requises pour améliorer mon dossier d'agrégation. C'est possible en biologie, en droit, un texte lituanien, ça applique du droit lituanien. Ça C'est intéressant. fonctionne pas.
on peut pas prendre on peut pas simplement répliquer ce qui s'est fait dans d'autres juridictions parce que ce sont des systèmes juridiques différents. Puis même un texte ontarien que je traduirais en français, ça paraîtrait. Hmm. C'est pas le même droit. Donc, puis les milieux juridiques sont petits, c'est un risque. Puis je dis pas qu'il y a appel à tous les gens créatifs qui veulent trouver des manières de tricher, il y en aura. Il y en aura, mais celle-là, elle est moins facile que dans d'autres domaines. On a une chance que d'autres domaines n'ont pas. Mais tu admets avec moi que tu dis il y en aura. Donc, il y en aura peut-être. Ah, ben, c'est sûr. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Ben, c'est justement, c'est sur ce dernier thème-là que je voulais aller avec toi, Ève. Donc, ben, ta formation de juriste aussi te forme aussi à ça, là, les outils qu'on peut déployer pour essayer d'orienter certains comportements, essayer d'éviter certaines maladresses. Euh, la faute là, en recherche, ça ressemble souvent au mensonge. Donc, la fraude, c'est bien maîtrisé en droit. Sinon, le vol, tu sais, le plagiat, c'est une forme de vol. Qu'est-ce que tu vois en recherche là, face à ces outils-là là, qui ajoutent encore un petit peu plus d'intensité dans les outils dans lesquels on peut puiser là, pour justement faire un petit plagiat ici à gauche, produire un contenu maladroitement à droite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu vois comme piste de solution là, pour essayer de réduire peut-être la tentation de poser ce genre de geste-là? Ce en quoi je suis une fervente croyante, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est de voir les outils qu'on a déjà et de penser aux manières dont on peut euh, les adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis qu'on rencontre. Moi, c'est quelque chose que je réfléchis en ce moment. Je suis en train de travailler sur un article sur d'autres contextes, donc des choses qui existent déjà, mais comment on peut encadrer juridiquement ChatGPT, GPT-4, les Large Language Models en général, pour éviter les impacts importants. Puis ce que je constate, c'est qu'il y a déjà beaucoup de droits qui peuvent, tout ce qu'on voit dans les médias qui nous dit ça va créer ce problème-ci, ce problème-là. Si on retourne dans nos livres puis on regarde quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour régler ces problèmes-là, ils existent bien souvent déjà. Par exemple, on n'a pas le droit de imiter un politicien sans dire que c'est une parodie. Mais on n'a pas le droit de le faire que ce soit en se mettant une perruque ou que ce soit en faisant un deepfake. De la même manière, on n'a pas le droit de faire des appels robotisés pour se prétendre à Élections Canada puis dire que le lieu de vote a changé. Mais en recherche, c'est quoi les outils qu'on a? C'est quoi les remparts pour prévoir la faute, le mensonge? C'est quoi les marteaux qu'on a déjà? Puis comment on peut les adapter à de nouveaux problèmes, peut-être? Donc, quelqu'un qui plagierait. On a un exemple en ce moment. Je crois que l'historien Laurent Turcot fait face à ce genre d'enjeu-là en ce moment. Comment on le sanctionne? Comment est-ce qu'on le sanctionne? Comment on le sanctionne? Puis quels sont les endroits où les mécanismes de sanction sont plus appropriés? Puis ils devraient être adaptés. Puis là, tu me le diras. Toi, qu'est-ce que tu penses où est-ce qu'on manque d'outils? Ben, c'est justement, là, je pense les outils sont déjà là, puis tu fais bien de le mentionner. On parle d'intelligence artificielle, mais tout à coup, on réinvente pas à quoi ça peut ressembler un manquement. Les manquements sont à peu près de même nature, sont peut-être plus difficiles peut-être à détecter, sont peut-être plus intenses. Donc, la seule différence, c'est une question d'intensité peut-être, mais les pistes classiques, là, c'est éducation, sensibilisation, surveiller, encadrer, former, puis ben, réprimer ou sanctionner éventuellement. Là, mais les outils, c'est pas parce qu'on a de l'IA, c'est pas parce que ça s'appelle ChatGPT qu'on est capable de faire des fausses images, faux textes que les outils seront différents. Ils sont là. Il faut juste les adapter ou les appliquer aux problèmes récents qui sont là. Ben, oui, je suis assez d'accord. Puis tu dis formation, puis je pense que c'est vraiment crucial. Hein. Il me semble que les enjeux aussi, du moins chez les étudiants, le plagiat, souvent c'est pas mal intentionné, c'est les gens savent pas ce que c'est le plagiat ou je pense que c'est quelque chose qu'on doit inculquer rapidement et tôt
ça devienne intrinsèquement une valeur que l'on a, que ça se fait pas faire ça se fait pas citer ses sources, ça se fait pas. Puis si on tape sur le clou suffisamment tôt dans le parcours, ça devient un réflexe automatique. Mais si on pense que dès lors qu'on a reformulé un petit peu les idées, ben c'est correct, là, c'est ça. Il faut instruire quant à quelles sont les fautes aussi. Oui, très tôt dans la formation pour les jeunes, avant que ça fasse 20 ans, là, que tu fasses t'as adopté toutes sortes de mauvaises pratiques ou mauvaises habitudes, puis après ça, ça sera bien dur de te convaincre que pendant 20 ans, tu étais dans le tort. Donc, faut le faire tôt. Ève, comment tu te prépares Ça, je suis toujours curieux de voir les autres, comment ils se préparent. Comment tu te prépares pour le panel, le panel 1? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire d'ici notre panel? Est-ce que tu vas lire un peu? Est-ce que tu vas refaire? Qu'est-ce que tu nous prépares? Comment tu te prépares? Tu veux les questions? Je sais pas, est-ce que tu veux que je te dise, je vais lire ceci, cela, Non, c'est actuellement comment tu te prépares un panel? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on a abordés que ça, je vais aller explorer un peu plus ou ça, j'ai l'intention ferme de parler de ça. Fais-moi une promesse, là, quelque chose que tu nous promets d'aborder parce que ça te passionne. C'est sûr que tu vas en parler ou d'autres choses que ça, je vais explorer un peu plus. C'est une bonne question. Tu me prends piège. Moi, ma manière de préparer sur le plan technico-pratique, ma manière de préparer des conférences, là, c'est généralement. Puis est-ce que c'est une conférence avec PowerPoint ou c'est une discussion libre? Ça va être probablement une conférence typique, là. Donc, on a un panel. Les panélistes passent un après l'autre. Je vais sûrement préparer, discuter avec Lise Langlois qui va animer tout ça. Quelles seront les questions? Les questions, vous allez les avoir à l'avance. Souvent, ça va être... je sais pas. De mon côté, moi, je vais discuter avec Lise pour justement voir est-ce qu'on fait ça dans le cadre d'une espèce de discussion dynamique, qu'on rebondit sur les panélistes ou est-ce qu'on passe les panélistes un à un? Je sais que les panélistes aiment ça, là, tu sais. Donne-moi 15 minutes, je parle 15 minutes. L'animateur aime ça aussi. Tu donnes un temps de parole, mais en même temps, je trouve que des fois, ça manque de cette dynamique-là. Là. Des fois, on aime ça. Là. On a une discussion. Là, puis c'est ce qui crée un contenu qui peut être aussi différent que juste écouter une conférence. Là. Je pense que c'est pour ça qu'on fait un panel pour qu'il y ait des interactions. En tout cas, je vais essayer de convaincre Lise. Là. Moi, je suis partante. Parce que, bon, tu sais, je veux dire, si tu me demandes de faire un 15 minutes, je sais ce que je vais te dire. Je vais prendre les 3 grands problèmes des modèles de langue, c'est-à-dire ils génèrent du faux contenu, ou ils ont tendance à inventer ou à bullshiter, ils ont tendance à... Ils peuvent imiter, ils peuvent impersonate des gens, donc on pourrait faire dire à Noam Chomsky des choses qu'il n'a jamais dites, ou on pourrait faire dire à la juge McLaughlin des choses qu'elle n'a jamais dites, puis sont pas suffisamment bien protégés, donc ils dérapent d'une manière que même les créateurs sont pas capables de contrôler. Puis après ça, je vais proposer quelles sont les solutions juridiques qui pourraient régler ces problèmes-là, puis je vais contextualiser ça dans un contexte recherche. Fait que ça, c'est ce que tu me demandes de faire de 15 minutes, ça va ressembler à ça. Mais je pense qu'on est dans un moment en matière d'intelligence artificielle où il faut qu'on construise nos idées les uns sur les autres, il faut qu'on se challenge, tout va tellement vite, il faut qu'on profite de l'intelligence collective pour réfléchir en groupe. Puis ce genre de conférence-là, je pense que où on n'a pas de texte préparé, où on rebondit, puis on construit, puis on se challenge les uns les autres, c'est là que la magie opère. Puis là, tu vas l'avoir fait, tu vas avoir parlé à chacun de tes panélistes, puis tu vas savoir un peu ce dont ils parlent. Je pense que tu vas être en mesure de construire des questions où les gens auront des choses à se dire ensemble. Puis juste une discussion comme on a en ce moment, où on brainstorm, puis je pense que ça peut être intéressant. Vraiment, en tout cas, je vais essayer de le faire avec les autres. Je vais le faire avec Lise au moins pour essayer de voir aussi, elle, quel type de questions elle a envie de poser, quel angle elle souhaite aborder. Mais je vais essayer peut-être de rencontrer Nadia. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la rencontrer. Jonathan, je l'ai invité, je n'ai pas de nouvelles, donc ça se peut qu'il soit occupé aussi. Donc, j'essaie de voir aussi qu'est-ce que je peux faire d'ici là, mais c'est justement pour ce genre je me dis, au pire, la conférence,
Ce sera les 3 conférenciers bout à bout, 15 minutes, on aura une partie de votre tête. Mais cette partie-là, dialogue, là, où on cherche à faire du sens, créer des idées aussi, faire évoluer la connaissance, c'est via le dialogue. Là, on l'aura fait au moins Tous les dans deux. ce podcast. Oui, ça sera au moins ça de fait. Puis ça sera pérenne plutôt parce que on pourra ce sera diffusé, ce sera là, puis ça pourra durer aussi. Ben écoute, Eve, ce sera tout pour ça fait un bout que je puise dans tes idées avec toi. Puis je suis bien content d'avoir eu Toi, as-tu d'autres questions sur le congrès, la semaine? Hmm. Ben, je pense que je vais te quitter. Je vais inverser les rôles pour un moment. Toi, c'est quoi ta plus grande peur c'est quoi ta plus grande peur? Dans 5 ans, c'est quoi ce que tu penses que le monde de la recherche va aller. En quoi le monde de la recherche irait moins bien dans 5 ans en raison de ChatGPT? Hmm. Très bonne question, Eve. Je pense qu'elle est importante, cette question-là. Euh, j'ai pas peur. Je pense que le système, il fonctionne. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même peur. C'est-à-dire que j'ai pas peur dans 5 ans. Je suis pas sûr que ChatGPT ajoute quelque chose de vraiment plus intense ou de. Je le vois, là, c'est des outils nouveaux, mais ça fait longtemps que ça me fait peur. C'est ça que j'ai envie de te dire, là. C'est-à-dire que moi, c'est peut-être ma lorgnette aussi. Ça fait longtemps que j'étudie l'inconduite, les manquements à l'intégrité. Puis les pourcentages sont quand même plus importants qu'on peut le penser, là. Tu sais, des chercheurs, c'est un chercheur sur 3 va admettre avoir commis toutes sortes de petites entourloupes pour au moins une fois dans sa carrière, où on va plagier, où on va faire des petits compromis, là, on va pousser quelques données ou effacer ou ne pas tenir compte de données qui sont un peu négatives. Donc ça fait longtemps que je les vois. Depuis ma thèse là, que j'explore ça, c'est sûr que ça me donne un portrait qui est un peu négatif, des faux congrès, des faux articles. Moi, je les vois passer, là. Des fausses images. Suivez Elisabeth Bick là, pendant 2 semaines sur Twitter, là, puis ça va vous faire peur. Puis moi, ma crainte, ma peur, c'est que le public perde confiance. C'est toujours ça, là. Tu sais, pendant la pandémie, on a vu là, qu'on avait besoin de ce socle-là, qu'est la science, des études fiables, rigoureuses, des chercheurs qui disent pas n'importe quoi, qui font preuve de nuances, qui sont capables d'exprimer leurs doutes sans nécessairement nous faire peur. Donc, si ça s'effondre, là, cette confiance-là, ça me fait peur. Fait que je suis toujours dans la crainte que faut en faire un peu plus. Un peu plus parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça pourrait passer un seuil. Je ne dis pas que je pense pas que c'est ChatGPT nécessairement qui va nous faire passer le seuil, là, mais ça pourrait passer un seuil où là, tout à coup, la confiance s'effrite. Puis ceux qui disent fake news, fake science, finissent par convaincre un peu trop de monde. C'est intéressant. Ça m'aide, ça m'oriente beaucoup pour la préparation de la suite. Mais tu sais, l'autre question que je te poserais, c'est est-ce qu'on le sait, c'est quoi les motivateurs qui poussent les gens à faire ces inconduites-là? Est-ce que c'est la structure du monde de la recherche ou est-ce que les chercheurs se sentent mal? Est-ce qu'on observe un sentiment de culpabilité chez les chercheurs qui font ce genre d'inconduite-là, mais qui disent le système, j'avais pas d'autre choix, c'était ça ou rien? Oui, moi, je pense qu'il y a ça un peu. C'est pour ça que moi, je parle des pressions de publication, pression d'agrégation. C'est toutes sortes de pressions qui sont dans le système qui obligent plein de personnes à poser des gestes pour agir plus vite, faire plus, toujours plus vite. Puis à la fin, il y a plein de personnes bien honnêtes, là, comme toi et moi, là, qui peut-être vont faire quelques petits compromis. Puis ces petits compromis-là, à cumuler, bien, ça nuit au système général qui est celui de la science. Donc, c'est ça comment que je l'articulerais, là, ma crainte, ma peur. Écoute, je vais dormir à soir, là. mais c'est quand même ça. Ben, merci, Ève, pour tes. Écoute, ça promet. Donc, la réflexion déjà avec Ève, elle est entamée. Donc, merci. Merci, Ève, vraiment d'avoir participé à ce premier podcast. Merci à toi. Je me savais bien en de bonnes mains et ça a été prouvé.
J'ai hâte d'entendre tes réflexions. Donc, peu importe la forme que ça va prendre, là. Donc, un beau thème. C'est notre panel d'ouverture de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, on va parler de GPT, GPT-4 peut-être, hypertrucage, donc deepfake, des systèmes d'intelligence artificielle, puis les liens avec la conduite responsable en recherche. Nos panélistes, ce sera Eve Gaumont, Nadia Nafi, puis Jonathan Durand plutôt, Folco. Ce sera animé par, je le disais un peu plus tôt, Lise Langlois. Donc, Lise qui est directrice de l'Observatoire sur les enjeux sociétaux en intelligence artificielle. Et avec tout ce beau monde, on va tenter de mieux cerner les problèmes en jeu d'intelligence artificielle comme GPT, DALL-E, mais tout ça en recherche. Donc, pas juste en enseignement, mais en recherche. À quoi ça ressemble? C'est quoi les défis? Est-ce que les défis sont radicalement différents ou non? Puis comment on peut faire pour y répondre? Ce sera le 1er mai 2023. C'est un lundi, panel 1 et ouverture de la semaine sur la conduite responsable en recherche à l'Université Laval. Eve sera là. Merci encore, Eve. Merci à toi. Et à vous, héros quotidiens, ordinaires de la conduite responsable en recherche. Si vous souhaitez assister à ce panel extraordinaire, allez voir les infos sur notre site sur la conduite responsable en recherche à l'Université Laval. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte Jean-François Sénéchal. Et on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.